table ronde. Alors, comme l'a dit Martine Dos Santos dans l'introduction de cette rencontre, en dépit des avancées législatives, des actions politiques, mais également des actions de la société civile, les personnes malades et ou en situation de handicap font encore aujourd'hui l'objet de nombreuses incompréhensions, de préjugés qui peuvent entraîner de la stigmatisation, des discriminations et parfois même, on oublie parfois, mais des violences aussi. Des personnes, notamment les femmes en situation de handicap, font massivement l'objet de violences. Euh, et donc, dans ce contexte, je suis particulièrement ravi de donner la parole à trois personnes qui ont contribué à leur échelle, d'une certaine façon, à changer le regard sur les personnes ayant un handicap psychique ou mental et qui ont participé justement à leur inclusion dans la cité, que ce soit inclusion par le logement, l'emploi ou encore l'accès aux activités culturelles. Donc, on va commencer cette table ronde en parlant de logement avec Muriel Cancro, qui est responsable de l'agence Périgueux de Périgord Habitat. Euh, alors peut-être pour commencer, j'ai envie de souligner que à l'échelle européenne, internationale, le droit au logement a été reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a aussi été reconnu dans la Constitution française. Et ce droit au logement est également présent dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La question de logement, on le sait, elle est fondamentale pour tout un chacun, mais je crois qu'elle l'est encore plus pour les personnes en situation de handicap, et notamment de handicap psychique, parce qu'on on le sait, le logement est un facteur d'inclusion bénéfique à la santé mentale, mais il peut être aussi, à contrario, un facteur aggravant en cas justement d'environnement défavorable ou non, ou qui offre pas justement un cadre sécuritaire pour les personnes ayant des troubles psychiques ou un handicap. Donc, moi, j'ai envie de vous demander, en fait, déjà pourquoi, dans quel contexte vous êtes intéressé à ce sujet. Et deuxième question, quelles sont justement les actions que vous avez pu mettre en place? Alors, en fait, on s'est beaucoup intéressé à cette problématique parce que les publics qu'on reçoit, on était confrontés à des situations de plus en plus avec des personnes en situation d'handicap psychique et pas que. Et en fait, on était complètement démunis, on ne savait pas comment se comporter, on ne savait pas quel soutien apporter à ce public. Et ça va aussi bien on reçoit le demandeur de logement à une fois qu'il devient locataire. On ne trouvait pas vraiment les codes, on n'avait pas ce qu'on appelle nous dans notre jargon un peu la boîte à outils. Ce qui fait que est venue de plus en plus notre demande de formation. Et sur ce, j'ai eu la chance de rencontrer donc Martine de l'UNAFAM, à qui j'ai exposé cette problématique, puisque bien les cadres de Périgord Habitat ou nos collaborateurs ne savaient plus du tout comment gérer cette situation. Et du coup, on a fait cette formation. C'est une formation qui s'est faite donc en 2019. Elle a été faite sur 2 jours avec certains cadres, donc responsables de territoire comme moi, et des collaborateurs. Ça a été vraiment pour nous une révélation en fait, et ça nous a soulagés. On est sortis des 2 jours assez soulagés et on a pu enfin avoir les outils nécessaires pour accompagner ces publics, savoir différencier aussi que ce n'est pas forcément que des personnes à troubles psychologiques, mais c'est aussi, ça peut être une personne qui est tout simplement violente sans trouble. C'est pouvoir bien vraiment identifier ces personnes-là et adapter effectivement notre comportement en fonction des pathologies, essayer de savoir un peu quelle pourrait être la pathologie et donc adapter le comportement. Et d'ailleurs, on invite fortement, nous on a invité après au sein de Périgord Habitat, les salariés qui ne sont pas formés à vraiment suivre cette formation.
Les actions qu'on a pu mener derrière, alors notamment avec les papillons blancs sur Bergerac, puisque j'ai fait plus d'actions sur Bergerac pour l'instant, où on a été amené à faire un bail glissant avec cette association, c'est-à-dire que c'est l'association des papillons blancs qui est titulaire du bail et qui donc a mis 2 petits jeunes qui sortaient du centre en fait pour les insérer dans la société. C'est des petits jeunes déjà qui travaillaient et qui avaient une forte envie d'avoir la vie comme tout le monde, hein, ce qui est tout à fait leur droit. Et donc, on les a accompagnés. Donc, ça a été un partenariat puisque du coup, on a permis l'accès au logement et eux, ils nous ont aidés à accompagner ces petits jeunes. Alors, ce qui n'a pas forcément été très, très simple puisqu'on a été confronté un petit peu au regard des autres locataires. C'est là où on s'est aperçu qu'il y a tout un accompagnement à faire par rapport aux autres locataires hein, qui n'ont pas vu tout de suite d'un bon œil. Il a fallu cadrer très très rapidement les choses. Une fois que les choses ont été cadrées et expliquées, c'est rentré dans l'ordre et ça s'est très très bien fait. Et franchement, ça a été une belle réussite. Très bien. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. J'ai tout de suite envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez donc dit qu'il y avait certaines situations avaient été parfois difficiles à gérer et c'était une des raisons pour lesquelles vous avez souhaité que les équipes soient formées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets des difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre pratique professionnelle? Alors, on a été confronté surtout à l'agressivité verbale, en fait. Ça a été, c'est quand même la plupart du temps sur lesquels on est confronté. On a été confronté à une personne, un demandeur de logement qui s'adressait un petit peu partout au niveau de la ville, au niveau de nous, qui était complètement perdu et que j'ai dû recevoir en entretien. Et du coup, cette personne s'est complètement focalisée sur moi. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait à pouvoir mettre une barrière entre la personne et moi, puisqu'après j'étais son seul interlocuteur et ça en devenait vraiment voilà, c'était assez compliqué. C'était une personne qui était très perdue parce qu'en fait il fallait absolument lui mettre tout par écrit, bien cadrer les choses, lui répéter beaucoup toutes les démarches qu'on faisait. Il a fallu faire les démarches à sa place. Jusque aujourd'hui, à force d'avoir bien cadré les choses, d'avoir expliqué, réexpliqué, l'avoir vu en entretien, c'est complètement détaché et est complètement autonome aujourd'hui dans son logement et n'a plus besoin de nous solliciter tout le temps. D'accord, merci pour cette précision. Et je voudrais rebondir sur autre chose aussi que vous venez de dire à travers l'exemple que vous avez donné des 2 jeunes qui ont pu bénéficier dans le logement. On en avait parlé lors de notre entretien préparatoire et j'avais trouvé ça particulièrement intéressant parce que c'est vrai, parmi les difficultés qui peuvent être constatées, eh bien, il y a celle des troubles de voisinage qui peuvent être engendrés par des personnes justement ayant des troubles psychiques. Et je trouve que ça serait intéressant que vous expliquiez comment vous avez pu gérer ça quand il y a des personnes justement qui vont faire du bruit lorsqu'on va être dans une situation de crise et donc les autres locataires d'une résidence vont venir se plaindre à vous. Elles aussi ont le droit de vivre dans de bonnes conditions. Donc, comment vous arrivez justement à faire cette mise en balance des intérêts et des droits des uns et des autres?
Alors ça, c'est la partie la plus compliquée. C'est vraiment très difficile. Soit on a des personnes qui arrivent à être compréhensives et quand on explique un petit peu les choses et qu'on trouve des partenaires autour de nous pour donc déjà nous accompagner auprès de la personne en souffrance, ça se passe relativement bien. Puisqu'après on rentre dans un dialogue, que ça soit avec la personne qui effectivement cause des problèmes de voisinage et les voisins. Quand tout se passe bien et que chacun est compréhensif, il y a même une sorte d'affection qui se met en place en fait vis-à-vis des personnes quand ils connaissent un petit peu la situation, sans rentrer dans les détails. Hein. Après, ils n'ont pas besoin de savoir non plus tout le détail de la situation. Ça se passe bien. Quand on n'a pas de partenaire, que la personne n'est pas suivie, on n'a à ce jour aucune solution. Ça, c'est vraiment un gros problème parce que du coup, les voisins sont privés de leur droit de jouir paisiblement de leur logement et le fauteur de troubles, on ne peut rien y faire. La solution extrême, ça serait de sortir la personne de son logement. Alors, par le biais de mutation, le souci, c'est qu'on va répéter le problème ailleurs. On n'a pas de logement isolé. Et après, sinon, extrême solution, c'est de l'expulser. Ce qui, nous coûte beaucoup parce que c'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution. Voilà. Mais à ce jour, ça reste encore un gros problème pour nous, autant qu'on arrive à l'accompagnement de la demande de logement, de l'entrée dans les lieux, parce que la personne, elle est tout de suite entourée, repérée, et qu'on a un service accompagnement en fait qui a été créé à Périgord Habitat. Il y a un service accompagnement public spécifique pour avoir cet accompagnement plus. Mais sur les personnes qui sont en place depuis longtemps et où on découvre en fait les situations, c'est là où c'est vraiment très critique pour nous. Et encore ce matin, j'ai été interpellée sur un dossier et j'étais sur place. J'ai été confrontée à la détresse des locataires en place sans pouvoir leur apporter de solution. Et en même temps, il y a la détresse de la personne qui souffre. Et comment ça se passe lorsque vous octroyez un logement à une personne qui a des troubles psychiques ou mentaux? Est-ce que vous faites une communication ou une session d'information aux voisins proches? Ou est-ce que comment vous procédez? Alors aujourd'hui, non. On ne le fait pas, on ne l'a pas encore mis en place parce qu'il y a aussi ce problème de stigmatisation un peu. On ne veut pas que la personne se sente repérée et voilà, on trouve ça pas bien pour la personne. On ne sait pas encore où mettre le curseur aujourd'hui. Le fait déjà d'avoir créé ce service d'accompagnement spécifique, c'est déjà un plus parce que après, si on est interpellé par le voisinage ou quoi que ce soit, on va communiquer. Et puis, il y a tout un partenariat qui se met autour de la personne. Donc là, ça va bien. Après, les associations avec qui on a les partenariats, comme l'ASD ou l'atelier ou des choses comme ça, nous accompagnent aussi. Donc là, ça se passe mieux parce que ça se fait dès le départ, même s'il n'y a pas une communication intensive sur ça. Bah, je pense que pour le coup, ma question était presque provocatrice et je connaissais déjà la réponse, mais, en effet, ça peut être particulièrement stigmatisant et surtout une atteinte en fait à son droit à la vie privée de révéler une maladie ou un handicap contre le gré de la personne. Mais c'est vrai que si c'est fait en concertation avec la personne concernée, en prévision justement de difficultés qui pourraient arriver, ça peut, voilà, enfin, ça peut prévenir certaines incompréhensions de la part de voisins. Donc, je ne sais absolument pas mieux placé pour savoir s'il faut faire ça lorsque les problèmes surgissent ou est-ce qu'il vaut mieux prévenir et faire ça en amont. Mais en tout cas, c'est une épineuse question et
se posent dans ces problématiques de logement. Tout à fait. Et peut-être avant de donner la parole à William Sajot, une dernière question pour savoir comment justement ces formations ont été perçues en interne. Est-ce que les besoins étaient partagés par tout le personnel? Est-ce que certaines personnes ont été réfractaires à suivre ces formations? Est-ce qu'après les avoir suivies, les personnes se sentent mieux outillées? Voilà, c'est le moment de faire la pub pour l'UNAFAM. Alors, une majeure partie quand même des participants étaient vraiment très volontaires et en avaient besoin. Certains des collaborateurs ont été désignés par leur encadrant et du coup, ils se disaient mais pourquoi cette formation? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Voilà, étaient un peu plus réticents. Et ben, quand ils sont sortis de la formation, ils ont compris en fait la nécessité et en exposant en fait les situations auxquelles ils étaient confrontés au quotidien, ils ont trouvé qu'effectivement c'était une vraie problématique et que grâce à cette formation, on comprend mieux et on appréhende mieux les situations. On a cette forme un petit peu d'angoisse qui part et il y a ce recul qui est pris maintenant alors qu'avant aucun recul, on prenait les situations en face et on essayait de gérer comme on pouvait. Donc ça leur a vraiment permis d'avoir ce recul, une meilleure compréhension, de pouvoir mieux distinguer les publics et d'avoir cette boîte à outils et franchement ça a été 2 jours vraiment, vraiment très, très bien et il n'y a pas un participant qui est ressorti en disant j'ai perdu 2 jours. Super. Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. Ne partez pas, il y aura sans doute des questions qui vous seront adressées un peu plus tard. On va tout de suite se tourner vers la Ligue de l'Impro qui, je suis persuadé, aura plein d'idées de mise en scène sur cette thématique de l'accès au logement. La scène est à vous. Merci beaucoup. Oui, là, du coup, on va voir comment on arrive à mixer un petit peu de ce dont vous avez parlé entre la formation, entre le logement, entre le voisinage aussi. Ça paraît aussi quelque chose qui revient assez souvent. Donc, on va mettre tout ça dans une scène et puis on va voir tout de suite ce que ça va donner. Donc, attention, c'est à vous la Ligue d'impro dans 3, 2, 1. Hop là. Chérie, je t'ai préparé un petit repas. Tu vas m'en dire des nouvelles. Ton plat préféré? Pour nos 10 ans de mariage, t'as pas oublié. Non. Oh chérie, oh, c'est adorable. Arrête cette Covid. Allez. Bonjour madame! Monsieur Blanchard, s'il vous plaît! Appelle ton habitant! Appelle ton habitant, j'en peux plus! Ils sont obligés de nous mettre des cassos à chaque fois en dessous, là! Waouh! Pardon, l'habitat, il faut intervenir, s'il vous plaît, hein. On n'en peut plus, notre cas social en dessous, hein. Écoutez, j'arrive. Je vais voir si la médiation est possible entre vous. Merci. Vous entendez pas? Allez le voir! Je reconnais que c'est sonore et que Monsieur Blanchard apporte une nuisance. J'entends, je vais essayer de régler le problème avec lui. Je descends en dessous et je vous tiens au courant. Merci. Merci. Toc, toc, toc! J'entends rien! Toc, 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 toc! Monsieur Blanchard! Entrez! Waouh! Monsieur Blanchard! Ouais, je vous écoute! Je voulais vous dire, vous faites un peu de bruit pour les voisins! J'entends rien! Criez un peu fort! Ils n'arrivent pas à
Oh, non, 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 non. Je crois que je vais aller me former. C'est plus possible. J'y arrive plus. Après une belle formation, j'ai des outils. Monsieur Blanchard, c'est pas bientôt fini ce bordel encore. Hello. La remets celle-là, je l'adore. Mais ferme ta gueule. Bonjour madame, vous allez bien? Oh non, non. Ah ouais, Je rappelle Jordan Yamita. Madame, Jordan Yamita. Je suis là. Oh, mais vous êtes comme elle, vous allez tellement vite. Je suis là. Entrez. Je suis disponible pour vous écouter. J'entends votre souffrance. Oui. Merci. Essayez de comprendre que Monsieur Blanchard souffre de troubles psychiques. Ne prenez pas les insultes et le bruit pour vous. C'est sa manière d'exprimer son bonheur d'habiter enfin chez lui avec des voisins qui l'apprécient, même si peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Voilà. Je vais aller lui parler. Hein. Il faut essayer de voir le positif, de construire ensemble. Il a besoin de vous. On va venir avec vous, peut-être. On va venir avec vous. Venez. Monsieur. Salut. Monsieur Blanchard. Je suis ravie. Ouais. Je vous apporte vos voisins pour faire connaissance. Bonjour les voisins. Vous allez? Est-ce que vous allez bien? Chantez, chantez, il adore chanter. Oui, on va très bien. Ah, j'adore. Des bons voisins. À toi. Merci, monsieur Blanchard. Voilà, je propose, puisque la chanson et la musique tiennent à cœur à Monsieur Blanchard, de partir sur une petite chansonnette entre voisinage. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un jour de chorale dans la semaine, et que le reste du temps, vous le mettiez un peu plus doux. Ça serait chouette, ça. Peut-être que je vais faire ça, mais j'adore vraiment chanter. À vous. On pourrait tous chanter On ensemble. chante. Ah, Allez, c'est une très bonne idée. Allez. Allez, cohésion. 2, 3. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Voilà, je ne sais pas si c'était un outil dont vous avez eu pendant votre formation, mais en tout cas, celui-là a l'air de fonctionner. Ils arrivent à tous chanter ensemble. On espère que monsieur baissera un petit peu de volume dans l'avenir. Hein. Je vais essayer. D'accord, merci beaucoup à lui. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre cette table ronde en passant à un tout autre sujet qui est celui de l'emploi, mais qui est complémentaire à celui du logement, parce que souvent ils vont de pair et l'un ne va pas sans l'autre. Alors, d'un point de vue juridique, la loi reconnaît aux personnes malades ainsi qu'aux personnes en situation de handicap le droit de travailler sur la base de l'égalité avec les autres. En France, les personnes en situation de l'emploi des personnes en situation de handicap constitue depuis de nombreuses années un axe majeur des politiques du handicap. Et on le voit bien aujourd'hui dans un constat d'emploi globalement dégradé avec un taux de chômage important. La situation s'avère particulièrement préoccupante pour les personnes qui ont des troubles mentaux ou psychiques, avec des taux de chômage plus importants que la moyenne de la population active, des durées de chômage plus longues et des taux de retour à l'emploi beaucoup plus faibles. Et les réclamations qui nous sont adressées aux défenseurs des droits montrent que les personnes sont confrontées à de multiples obstacles liés notamment aux préjugés sur leur niveau de compétence, sont aussi liés à la discrimination et aux réticences des employeurs à prévoir justement des aménagements pour qu'elles puissent exercer leur métier dans de bonnes conditions. Et malheureusement, encore aujourd'hui, les entreprises sont assez peu nombreuses à être sensibilisées et formées aux enjeux de l'accompagnement des troubles psychiques dans l'emploi, alors même que une partie non négligeable de la population en souffre.
Alors, je vais me tourner dès à présent vers William Sajot, qui est responsable de sécurité du site Brico Dépôt de Trélissac, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien appris ma leçon. Alors, monsieur Sajot, je vais vous poser les deux mêmes premières questions qu'à votre prédécesseur. À savoir qu'est-ce qui vous a amené, vous, au sein de l'entreprise Brico Dépôt, à vous intéresser à ce sujet et vous demander également quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place sur le site sur lequel vous travaillez. Alors moi, en fait, ça fait déjà 7 ans que je suis sur le dépôt. Et avant moi, on travaille déjà avec les AT OSEA de Trélissac sur les espaces verts, avec les espaces verts. Donc eux nous nettoient les arbres, ramassent les feuilles, tondent la pelouse tout au long de l'année. Et j'ai toujours travaillé avec eux. Et depuis l'année dernière, on a fait intervenir quelqu'un de chez eux pour nous parler plus du handicap sous forme de petits jeux. À Brico Dépôt, on fait des réunions mensuelles avec les collaborateurs. Et lors de cette réunion, je voulais faire intervenir quelqu'un de chez eux pour qu'il nous explique un petit peu mieux quels sont les handicaps, comment les appréhender. Et donc, on a fait venir quelqu'un de l'ESAT, très sympathique d'ailleurs. Et sous forme de petits jeux, on a pu apprendre à mieux se connaître, parce que lors de ces petits jeux, des personnes se sont un petit peu révélées à nous pour nous dire qu'elles aussi avaient des handicaps. Je me rappelle d'une collaboratrice, ça faisait 10 ans qu'elle était en entreprise, et c'était il y a que l'année dernière qu'elle nous a dit moi j'ai ce handicap-là. Elle a pu délier un petit peu la parole et nous en parler. Ça a été très, très intéressant. Il y a eu deux personnes qui se sont révélées à nous comme ça. Un collaborateur aussi qui avait des enfants handicapés, qui s'est mis un petit peu sur le côté. On a été le voir et puis on lui demandait qu'est-ce qui se passait. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait dans sa tête. Il pensait à ses enfants parce que ses enfants étaient atteints de ce handicap que l'on parlait autour de cette table. Et il a pu en parler un petit peu à tout le monde et très, très intéressant. D'accord. Ça, c'est particulièrement important ce que vous dites et de souligner que, contrairement à une idée très répandue, il existe de multiples formes de handicap dont un grand nombre sont invisibles et bien souvent les personnes peuvent être surprises lorsqu'elles apprennent qu'un collègue ou une collègue est porteur d'un handicap. Ça, c'est tout à fait vrai. Et vous avez parlé de la collaboration avec les AT. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette collaboration est perçue à la fois par les salariés de Brico Dépôt, qui au quotidien peuvent être amenés, du coup, même si j'ai compris que les personnes travaillent plutôt sur les espaces verts, donc à l'extérieur du dépôt. Pour autant, il peut y avoir quand même des rencontres. Comment cette collaboration a été perçue par les salariés? Est-ce qu'il a fallu peut-être au départ expliquer, informer aussi sur le handicap et par ailleurs, en dehors de cette perception par les salariés, j'ai bien envie aussi que vous nous expliquiez comment ça peut être perçu par les clients aussi, parce que c'est tout à votre honneur d'avoir fait cette collaboration, mais certaines entreprises, on peut imaginer qu'elles soient réticentes pour des mauvaises raisons, justement, parce qu'elles vont considérer que leur image peut être entachée et qu'elles n'ont pas envie que la clientèle voit des personnes en situation de handicap sur le site. Est-ce que vous avez eu à faire face à des réactions négatives en interne ou en externe? Alors, par les collaborateurs, ça c'est très très bien perçu. Ils vont aller vers eux, ils vont aller les aider. S'il faut bouger des engins, des palettes, tout de suite ils vont aller vers eux. C'est même très très agréable parce que moi quand je suis arrivé, il y avait déjà une collaboration entre eux.
ça se faisait tout seul en fin de compte. C'était très très facile pour moi. Et pour les clients, ça se passe plutôt très très bien. Il y a toujours, on a beaucoup de monde qui passe sur le parking. Hein. Il y a toujours 2-3 personnes qui critiquent et qui rigolent. Mais je pense que dans l'ensemble, ça se passe très très bien. Et même ceux qui ont une petite critique, quand on va les voir et qu'on leur explique, ils en ressortent toujours grandis, je dirais. Et quel est le lien que vous avez avec ces personnes de par vos fonctions? Moi, donc je leur donne leur travail, hein. Même s'ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Il y a des fois, je préfère qu'ils travaillent plus sur les arbres ou plus sur les espaces verts. Il y a une grande proximité entre nous. C'est des gens formidables. Je raconte souvent, on a des visites de direction régulières sur les dépôts. Forcément, les visites arrivent, on fait un peu plus que ce que l'on fait pour les clients, même si ce n'est pas très bien, mais voilà, on fait toujours un peu plus. Et je leur dis parfois, passez un petit coup de souffleur, si vous pouvez passer un petit coup de souffleur dans l'allée ou sur le parking un peu plus. Tout de suite, ils se mettent à 4-5 souffleurs pour que je sois content, quoi, au final. Hein. C'est des gens très dévoués et je regrette vraiment pas de travailler avec ces gens-là. C'est extraordinaire. Hein. Et puis, ils nous apportent un côté humain. Le bonjour, pour eux, vraiment, il veut dire quelque chose, quoi. Et concrètement, combien de personnes interviennent sur le site? Est-ce que leur présence, elle est permanente ou elle est au gré des besoins que vous identifiez, justement? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, alors ça va être suivant les besoins du site. Hein, ça va être beaucoup plus en été, mais pour ramasser les feuilles en automne aussi. Il peut y avoir 3-4 personnes sur le site, donc plus une équipe autonome, où là, il y aura, on va dire, pas de vrais petits chefs. Donc là, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils se débrouillent au final. Et parfois, j'en vois 15, 16, une petite vingtaine arriver. Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer sur le site. Ça part un peu dans tous les sens. Mais quand ils sont plusieurs, il y a des formateurs qui sont là et des moniteurs. C'est intéressant. Ça fait bouger un petit peu. Oui. Et est-ce qu'il s'agit d'une politique isolée de la part de votre site, ou est-ce que ça s'inscrit dans une politique globale de Brico-Dépôt, hein? Enfin, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, il y a plein de dépôts partout en France. Donc, est-ce que l'entreprise est engagée dans justement l'inclusion des personnes malades et ou en situation de handicap? Oui, c'est une politique entreprise. Hein. Brico-Dépôt, Castorama, on est le même groupe, hein, c'est Kingfisher. On est complètement engagé dans la lutte contre ça. Hein. Et en dehors de la collaboration avec l'ESAT, on en avait parlé lors de l'entretien, vous-même employez aussi, quand je dis vous, c'est l'entreprise, des personnes aussi ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés, donc une RQTH, puisque je rappelle que les entreprises qui ont plus de 20 salariés sont soumises à une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap. Et parce que vous ne nous avez pas dit, oui, sur votre site, combien de personnes travaillent? On est 66, 68 en ce moment-là, et on a environ 8% de personnes handicapées. Là où la France nous oblige à avoir 6%, il me semble. Oui. On est toujours au-dessus. Et est-ce que vous savez si les personnes qui sont bénéficiaires justement de cette obligation d'emploi font l'objet d'aménagements de poste, ou après peut-être que ça, c'est pas forcément vous qui gérez cette partie-là, mais comment, parce que c'est une chose que les personnes soient recrutées, mais parfois leur handicap
handicap nécessite des aménagements et il est important de faire droit aux demandes et surtout aux prescriptions en fait, des médecins du travail pour que ces personnes-là, bien sûr, aient un travail, mais surtout puissent l'exercer dans de bonnes conditions. Est-ce que vous savez comment ça se passe au sein de Brico Dépôt? Alors parfois, il y a des personnes qui sont recrutées qui n'avaient pas de handicap avant et donc qui sont devenues handicapées. Et donc là, on a pu aménager le poste pour continuer à travailler avec eux. Mais on a aussi recruté des personnes handicapées très dernièrement, enfin très récemment là, une personne avec une jambe en moins, où on a pu adapter le poste pour lui. Et qu'est-ce que, peut-être pour terminer, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose ou qu'est-ce que vous pourriez dire à des collègues hors Brico Dépôt, puisque au sein de Brico Dépôt, vous êtes plutôt proactif sur le sujet, mais à des entreprises qui vont être réfractaires parce qu'elles vont avoir des préjugés à l'égard des personnes en situation de handicap et elles vont considérer que je ne sais pas, ça va ralentir leur productivité, que du coup, ça va avoir des conséquences économiques ou encore que ça pourrait nuire à l'image de marque de l'entreprise. Vous, justement, peut-être est-ce qu'en une phrase, est-ce que vous auriez un message à faire passer? Il y a un côté humain qui est hyper important avec ces gens-là. Je sais quand ils viennent sur le terrain, là, ils me donnent énormément et ils donnent énormément aux gens qui croisent. Et ça, je pense que c'est primordial. Et ça donne un coup de boost pour toute la semaine. Quand ils sont en début de semaine, c'est ça qui me donne l'envie de les faire travailler. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage, encore une fois, très positif. Je crois qu'il y a eu un commentaire de Martine Dos Santos. Oui, j'ai juste dit bravo. Je dis bravo. Voilà. Merci. En effet, je me joins aux félicitations. Alors, on poursuit cette table ronde avec la troisième et dernière intervention qui va porter sur la culture cette fois-ci. Et tout de suite, je tiens à souligner que le droit des personnes en situation de handicap à participer aux activités culturelles a pris beaucoup de temps avant d'être considéré comme un droit fondamental comme les autres. Le droit est resté muet jusqu'en 2016. Même la loi en fait de 2005, qui est un peu la loi cadre en matière de handicap et dont Hélène a parlé dans l'introduction, était complètement muette en fait sur l'accès à la culture des personnes en situation de handicap. Il a fallu attendre une loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine pour pouvoir voir aborder explicitement, pour la première fois en droit français, la question de la participation des personnes handicapées à la vie culturelle. Et selon cette loi, je permets de citer une disposition, la politique en faveur de la création artistique a notamment comme objectif de favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en situation de handicap et de promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l'accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap, ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle. Ce qui est une très bonne chose, mais rendez-vous bien compte, en 2016, on est en 2020, donc c'était à peine il y a 4 ans, cette première disposition en droit français. Et malgré cette avancée législative qu'il faut saluer, il est regrettable que encore aujourd'hui, et ça prendra sans doute du temps, l'accès aux activités culturelles ne constitue pas toujours une priorité des pouvoirs publics quand on parle de handicap et de politique visant à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la cité. C'est pourquoi je suis vraiment ravi d'avoir Ludovic Garot parmi nous, qui est chef de l'administration générale de la bibliothèque départementale Dordogne-Périgord, qui a mis en place justement des actions
visant à favoriser l'accès à la culture des personnes en situation de handicap. Alors, merci d'être présent. Je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous expliquer aussi, dans un premier temps, la raison pour laquelle vous aussi, au sein de votre service, vous êtes intéressé à cette question et quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place. Oui, alors donc ça correspond d'une part à des compétences du conseil départemental, aussi bien sur le handicap que sur les personnes âgées, puisque c'est une population qui est aussi confrontée au handicap. Et puis ça correspond aussi à la demande de certains nombres de bibliothécaires du réseau départemental de lecture publique. Donc, alors, vous parliez tout à l'heure, juste à présent, de 2016. C'est à peu près le moment où nous-mêmes, on s'est un peu penché sur la question, puisqu'on a commencé à partir de 2016 à rencontrer les associations, plusieurs associations qui s'occupent du handicap, pour faire un groupe de réflexion qui a mis un peu de temps à se mettre en place et qui s'est réuni pour la première fois en 2018. Mais entre-temps, on a mis en place des formations pour sensibiliser les bibliothécaires à l'accueil des personnes en situation de handicap. Alors, on a commencé dans un premier temps à mettre en place des formations sur le handicap physique. Et dès les premières rencontres sur le handicap physique, la question nous a été posée et le handicap mental, psychique, comment aussi on traite cette population. Enfin, on traite. Donc, on a mis en place des séances de sensibilisation, là aussi à l'accueil des personnes en situation de handicap psychique. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je détaille un petit peu ces formations. Oui, volontiers. Oui, donc on a commencé avec l'association sourds, entendants et malentendants 24-47. Avec une première sensibilisation à la langue des signes française. L'idée était d'aménager de façon... alors le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, mais il y a des façons simples d'aménager l'accueil que l'on peut apporter à toute population. Et donc, l'idée de la langue des signes française, c'était... avec peu de moyens, travailler sur la signalétique des bibliothèques. Donc, ça a été une première étape. La même année, en 2017, on a travaillé avec l'APF Dordogne à la sensibilisation aux situations de handicap physique. Et là, c'était plus un échange de vécu entre les bibliothécaires et quelques adhérents à l'association. Et donc, ensuite, en 2018, on est parti... durant 2017 et en 2018, on a participé à la création de modules menés par la PF France Handicap, qui s'appelle Parcours de vie, et qui est un module de mise en situation de handicap, pendant lequel les stagiaires donc se mettent dans la peau d'une personne en situation de handicap, avec un descriptif, c'est un jeu de rôle, tout simplement, et elles ont pas tout à fait une demi-heure pour essayer de trouver des solutions à leur situation. Donc ça peut être, c'était essentiellement des situations d'accès à l'emploi, d'accès aux soins, mais aussi d'accès à la culture. Comment aller à un concert quand on a un handicap particulier. Alors je ne me rappelle plus exactement quel était le handicap de la situation, mais voilà, ce genre de choses-là. Alors je sais qu'ils ont commencé ce parcours-là avec nous et qu'ils tournent maintenant dans plusieurs entreprises
On a ensuite aussi on a organisé une sensibilisation à la maladie d'Alzheimer avec France Alzheimer. Madame Geneviève Demour de France de la maladie d'Alzheimer et comment, là aussi, accueillir les personnes atteintes de cette maladie. Et puis, la dernière action en date, c'est avec l'APEI Trélissac sur un module de labellisation au S3A qui permet d'avoir quelques notions pour faciliter l'accueil des personnes en situation de handicap mental. Voilà. Et puis, dans différentes rencontres du réseau, où on a pu traiter comment travailler avec des EHPAD, les bibliothèques et l'inclusion. Enfin, voilà, des moments forts comme ça où on essaye aussi d'évoquer, d'échanger sur nos pratiques. Merci pour ces précisions sur les formations. Vous avez dit que une des difficultés lorsqu'on veut mettre en place des actions, c'est d'avoir des financements parce que des actions, ça coûte de l'argent et c'est parfois pas évident de convaincre, de débloquer des sous. Et je me demandais si vous, au sein du département, vous avez fait face à des réticences dans la mesure où on le sait qu'il y a encore tout un tas de préjugés qui pèsent sur le handicap et a fortiori s'agissant de l'accès à la culture, puisqu'il y a une idée selon laquelle la culture n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap. C'est un préjugé encore largement répandu. Est-ce que vous aussi, en interne, vous avez dû faire œuvre de pédagogie justement pour expliquer que si l'accès à la culture des personnes en situation de handicap était un vrai sujet? Non, pas vraiment. On a parfois des difficultés à travailler ensemble entre services, mais parce qu'on a chacun nos impératifs du quotidien. Mais assez rapidement, on arrive quand même à trouver des moyens de fonctionner ensemble. D'autant plus que notre vice-présidente chargée des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, Madame Annie Sedan, a assez rapidement soutenu notre initiative de groupe de travail et dans les rassemblements du réseau, elle est aussi intervenue à plusieurs reprises. Donc, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de réticence, mais après, c'est des habitudes de travail à mettre en place, quoi, simplement. Et d'autant plus qu'au sein du conseil départemental, il y a une vraie... alors, en interne, hein, je parle pour les agents du conseil départemental, il y a une vraie politique de développer l'accès au travail des personnes en situation de handicap et de surtout, enfin surtout non, mais aussi que les agents déjà en place qui rencontreraient des situations de handicap hésitent moins à se faire reconnaître en tant que situation de handicap. Parce que là aussi, il y a un frein encore aujourd'hui. Complètement, oui. Et lorsque nous sommes eu au téléphone, vous m'avez parlé d'un label S3A, si j'ai bien noté. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi un petit mot, parce que je trouve que c'est une initiative particulièrement intéressante qui mérite d'être valorisée. Oui. Alors, le label S3A, c'est porté par l'Association des parents et amis de personnes en situation de handicap, la PEI, c'est au plan national. Et là, c'est la PEI Périgueux, Trélissac, je ne sais plus exactement quel est leur nom, qui nous a proposé cette formation. Une formation donc qu'on a déjà proposée une fois l'année dernière, qu'on a eu du mal cette année parce que suite
à la situation sanitaire, mais qu'on proposera l'année prochaine. L'idée de cette formation, c'est d'une part de sensibiliser à des bonnes pratiques d'accueil, ensuite de développer la formation des collègues des bibliothèques. Et pour ce faire, donc, c'est une formation sur 2-3 jours. Donc, sur de la sensibilisation, hein, sur 2-3 jours, mais voilà, ça a déjà le mérite d'exister. Donc, une partie un peu théorique, d'échange, et après une journée d'immersion dans un établissement de la PEI. Et suite à ça, il y a un travail aussi sur la signalétique dans la bibliothèque, sur donc l'auto-formation de la personne formée, labellisée, va former ses collègues dans la bibliothèque, dans le réseau de la bibliothèque ancienne intercommunale. Et suite à ça, la bibliothèque va être labellisée S3A, donc il y a un petit logo qui va être apposé sur la bibliothèque. Donc là, on a pu l'organiser l'année dernière, et il y a eu la médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux qui a été labellisée, la médiathèque de Bourdeil qui dépend du réseau de la communauté de communes Dronébel, et la bibliothèque départementale d'Ardenne-Périgord. Voilà, et donc c'est une formation que l'on va continuer à proposer. En parallèle de cette formation, il y a aussi un travail sur ce que l'on appelle le facile à lire et à comprendre. Je sais que la bibliothèque de Périgueux, par exemple, a réalisé un guide des lecteurs en FALC, que j'ai là, qu'on peut trouver à la médiathèque. L'idée, c'est de reprendre le guide des lecteurs qui existait et de le faire en FALC. Donc, c'est fait par l'atelier FALC de la PEI, et c'est fait par des personnes qui sont en situation de handicap, qui travaillent dans cet atelier et qui le relisent entre eux et qui le valident une fois qu'ils sont d'accord sur la compréhension. Donc, l'idée, c'est de réécrire ce document dans un langage plus simple, moins administratif, peut-être moins institutionnel. Et donc, c'est du coup après un document qui est plus abordable, mais pas uniquement que par les personnes en situation de handicap, par tout le monde en fait. Et alors, j'ai demandé justement à notre collègue de la bibliothèque municipale de Périgueux s'ils avaient un retour sur justement l'utilisation de ce document par rapport au guide plus traditionnel. Il n'y a pas encore ce retour-là, puisque pour l'instant, ce guide est distribué plus à la demande. Et donc c'est le guide traditionnel qui est plus en libre accès. Mais bon, d'ici quelques temps, il est assez récent, donc d'ici quelques temps, ce sera intéressant de voir quel peut être ce retour. Et est-ce que là, vous avez parlé un peu des solutions et des outils qui ont été mis en place par votre structure, d'autres structures. Est-ce que vous pouvez un peu plus préciser les difficultés que vous avez identifiées, et que ce soit difficultés d'un point de vue d'une personne avec des troubles mentaux ou psychiques, ou des difficultés qui peuvent se poser pour les personnels, de façon à donner aussi un peu plus de matière aux comédiens qui vont après mettre en scène derrière, parce que je ne suis pas sûr que ce soit facile, enfin pour eux, mais aussi pour le commun des mortels, de bien imaginer, concevoir justement les difficultés qui se posent au sein d'une bibliothèque. Autant, encore une fois, c'est parce que on en parle assez peu au final, et on s'imagine assez facilement les difficultés qui peuvent se poser en matière de logement, d'emploi, mais c'est vrai que au sein d'une bibliothèque, ce n'est pas forcément aussi évident. La première difficulté, c'est la difficulté d'accès.
Alors déjà, les bibliothèques ne sont pas toujours très bien renseignées dans la ville. Mais en plus, quand on réussit à arriver à la bibliothèque, la première difficulté, ça va peut-être être de se garer à proximité de la bibliothèque. Surtout quand on arrive avec un fauteuil roulant ou même une maman avec une poussette, c'est pas forcément évident. Et ensuite, c'est de pouvoir rentrer dans la bibliothèque. Là aussi, c'est pas toujours pensé. Alors maintenant, sur les bâtiments modernes, il y a une obligation, donc en principe, c'est pensé. Mais on peut avoir des entrées avec des marches, tout simplement. Et donc là, ça peut poser problème. Après, il y a se mouvoir dans la bibliothèque aussi, c'est pas forcément évident. Les espaces entre les rayons, la signalétique, et puis le côté humain, de l'accueil. C'est pas là aussi toujours évident quand on n'est pas confronté au quotidien ou régulièrement au handicap, c'est pas toujours évident de savoir bien accueillir. Donc c'est toutes ces difficultés-là qu'on essaye de mettre à plat. L'autre difficulté qu'on rencontre, c'est que on n'a pas forcément beaucoup de chiffres sur la population susceptible de venir en bibliothèque et susceptible d'être en situation de handicap. Et donc, selon les endroits, voilà, la difficulté est là aussi, d'essayer de pouvoir bien évaluer le public auquel on va être confronté. Très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit mot final à votre tour, ou si vous restez pour les questions de toute façon. Non, juste pour les questions, il n'y a pas de souci. Donc... Bon, merci encore, et on laisse place à la Ligue de l'impro. Merci. Très bien, c'est bon, Eric, oui, ça tourne. Donc, merci pour l'intervention. Donc là, on va se plonger dans le monde de la culture. Et puis, j'ai entendu M. Garot qui nous parlait de rapports humains, de comment on arrive à s'écouter, s'entendre les uns les autres. Donc, on est parti plutôt sur cette piste-là. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Dans 3, 2, 1... Il y en a beaucoup des livres ici. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Bonjour, madame. Oui. Je suis Francis Dubois. Oui. J'ai une carte d'abonné dans votre établissement. Oui, très bien. Et je cherche un livre. C'est bien. Mais regardez, il y en a partout, des livrets. Oui. Je cherche un livre précis. De mathématiques, peut-être. Mais vas-y, dis-lui. Dis-lui le livre que tu cherches. Monsieur. Arrête de souffler. C'est quand vous voulez, monsieur. Là, Elle a l'air idiote, mais vas-y. On va fermer dans 10 minutes, là. Je cherche un livre précis. Oui. Vous savez, c'est le livre... Avec des pages, peut-être, c'est ça? Oui. Il y a des... Sois un peu aimable. Il y a des pages. Et des images, peut-être. Des images. Oui. Allez, sois gentil. Il y a des pages, il y a aussi des images, mais c'est surtout des mais vous savez, c'est très connu comme livre, voyons. Bah oui, dis-lui, justement, ça va l'aider, parce que là... Très connu, un livre très connu... la Bible mais non, avec... Qu'est-ce qu'on t'a dit à la formation? Il y a un... Souris. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Il y a un petit garçon. Voilà, et pas que, hein, c'est pas que un petit garçon. Une bande dessinée, peut-être? Peut-être Tintin et Boulet-Bill. Petit garçon. Il y a un renard. Boulet-Bill. Un renard aussi. Ah, Renardou, le petit renard. Mais non, c'est un livre.
c'est vrai qu'il y a un côté enfantin, mais c'est une fable pour tout le monde. C'est un livre merveilleux. Ah, c'est plein de les fables de la philosophie. Fontaine. Enfin, C'est c'est plein de forcément, monsieur. Regardez, les fables de la Fontaine. Non, Le renard et le corbac. C'est pas ça. Tu le perds, tu le perds. Fais un effort. Ah, c'est... Précis. Souris. Dessine-moi un mouton, des passages clés du livre. Vas-y. Il y a un comptable, un aviateur, un astrologue. Pardon, un aviateur. Jules Verne. Jules Verne. Jules Verne, enfin, c'est forcément un Jules Verne. Il n'y a pas de renard dans les Jules Verne, mais forcément. Elle est con Attendez. et elle connaît pas son métier, celle-là. Hein. Regardez, le tour du monde en quelques jours. Mais non. Souris. Vous savez pas faire votre travail ou quoi? Un livre. Il faut peut-être qu'il fasse un effort aussi, là. Livre très connu, il y a du sable aussi. Saint-Exu. Il y a du Péri. C'est une boulangerie, ça. Une boulangerie à la dinde. C'est une boulangerie. Non, nous ne faisons pas C'était les... presque. Je suis presque. Attendez. Si tu lis tous les livres, Un il y a un renard. Allez, Un renard. Un mouton. Un mouton. Un renard ou un mouton, monsieur, faut le savoir. Mais il y a les deux. Excusez-moi. Il y a même une rose. Une rose, un mouton, un comptable, un anthropologue. C'est une femme, c'est joli, c'est beau. Le petit prince. Le petit prince, je vous le dis depuis le début, le petit prince. Enfin, voyons. C'est le petit prince. Le petit prince. Le petit prince. Le petit prince de Saint-Exupéry. Oui, vous l'avez. Attendez, je regarde. Ah, ça va. Non, désolé, mais il devrait rentrer très bientôt. Hein. dans 2 ans. Repassez très bientôt, monsieur, dans 2 ans, si... Bah, je repasserai. Merci beaucoup. Allez. Et puis, notez-le sur un petit bout de papier, monsieur, avant de venir. Ah, ça c'est fort Ah, aimable de je votre vous le note. part. Je vous le note. Regardez, Saint-Exupéry, le petit prince, tenez. Ah, Voilà, mettez-le c'est de bien, côté. ça. Souris, Merci. surtout. J'irai voir dans Souris. un autre établissement. Je vous Merci en prie. beaucoup. Merci de votre amabilité. Bonne journée, Au monsieur. revoir. C'est bien ce petit papier. C'est bien. Ça va nous faire gagner du temps. Ah, tu vois, tu as souri. La formation, ça aide. Ah, il en restait un pourtant. Eh bien, on continue. Je ne sais pas si maintenant il y aura peut-être des questions. Je ne sais pas comment on va se passer. On reste à disposition pour tout autre sujet. Donc, à tout à l'heure. Merci beaucoup.